UGIC CGT, le podcast, Clément Olivier. Signé début 2022 sans l'aval de la CGT, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie est entrée en vigueur en ce début 2024. Dans un article de la revue Options de l'hiver 2023, Édith Bichelet et Alain Dervieux, secrétaires de l'UFIC CGT Métallurgie, qualifiaient cette convention de machine à déclasser. Simplifiant une architecture conventionnelle jusque-là extrêmement complexe, mais assurant un certain nombre d'avantages aux salariés, ce nouveau texte unique rebat les cartes de la classification des postes, de la reconnaissance des qualifications, de l'expérience acquise au travail. Comment a-t-il été renégocié ? Quels risques concrets se dessinent ? Avec quels effets immédiats ou différés ? Et en quoi ce sujet ne concerne-t-il pas uniquement les travailleurs du secteur de la métallurgie ? Vous écoutez le podcast de l'UGIC CGT, La machine à déclasser, épisode 2, simplifié à reculons. Avec nous pour ce deuxième épisode, on est toujours avec vous, Caroline Blanchot, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale de l'UGIC CGT, on retrouve également Édith Bichelet, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale de l'UFIC CGT Métallurgie et autrice avec Alain Dervieux de ce papier dans Options il y a un an. Dans la métallurgie, une machine à déclasser jusqu'où ? C'était son titre. Et puis nous sommes rejoints pour ce deuxième épisode par Joëlle Richol, bonjour. Bonjour. Qui nous rapportait quelques nouvelles fraîches du terrain puisque vous êtes délégué syndical à Nemera Service dans le Rhône et que vous participez à l'USTM 69, c'est-à-dire l'union syndicale dans votre département des travailleurs de la métallurgie. Merci beaucoup à vous trois de prendre le temps d'être dans ce studio. On est revenu dans le premier épisode sur quasiment un siècle de conquis sociaux, en particulier dans ce secteur sur les 50 dernières années et sur toute la complexité qui allait avec. Entrons plus en détail sur ce qui change à partir de janvier 2024 et comment ça a été négocié. Édith Bichelet, vous avez participé à ces négociations qui ont duré plus de 6 ans. Elles ont eu lieu en fait à l'initiative du patronat du secteur, l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, à partir de 2016-2017, n'est-ce pas ? Alors, on a réellement commencé à négocier à partir de septembre 2017. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 2 ans avant, on était déjà en train d'échanger sur le cadre de cette négociation. Donc ouais, ça fait un paquet d'années, un paquet de séances de négociation. Ça a été long et laborieux alors ? Ça a été très long et très laborieux, sachant qu'on a changé de méthodologie de négociation en cours de route, puisque sur le gros chapitre qui est un petit peu le nœud et la clé de cette négociation pour le patronat, donc c'est les classifications, ça avait tendance à être long et très technique. De fait, le patronat avait décidé de négocier en bilatéral plutôt qu'en réunion plénière. Alors il faut juste nous dire ce que ça veut dire une négo en bilatéral. Une négo en bilatéral, c'est quand le patronat rencontre les organisations syndicales de salariés en tête à tête, et puis tout en même temps. Donc nous, c'est pas une méthodologie qu'on approuve, puisque on ne sait pas ce qu'amènent les autres et on ne sait pas ce que négocient les autres. Nous, on préfère la transparence et que on puisse amener nos propositions à toute l'Assemblée pour pouvoir, y compris, les discuter ou pourquoi pas avancer dans l'unité. Voilà, c'est cette logique d'unité intersyndicale, voilà. C'est ça. Ouais. C'est le patronat qui est à l'initiative de cette négociation de convention collective. Son principal argument au départ, c'était de la simplification. Et puis, très rapidement, il annonce, et ça c'est les propos de nos interlocuteurs, vouloir créer une boîte à outils à disposition des entreprises pour simplifier le dispositif, mais aussi pour négocier à ISO coût et de manière non contraignante pour les employeurs. Donc c'est bien. À ISO coût, ça veut dire sans augmenter les coûts. Hein. Voilà, c'est ça. C'est sans augmenter les coûts et sans... on va dire que le niveau de classification et de qualification augmente dans notre pays. Il y a de plus en plus de gens qui ont des diplômes. Donc, c'est comment on freine ça, comment ça nous coûte moins cher et comment on évite de payer les savoirs et savoir-faire des salariés. Ça a été extrêmement long. C'était négocié thème par thème, puisque le patronat a découpé, donc dans les 2 ans avant 2017, a découpé la négociation thème par thème. Et le thème classification particulièrement a été négocié, je sais pas, on a mis au moins 3 ans à le négocier. Qu'est-ce que vous avez réussi à infléchir dans cette négociation, Édith Bichelet ? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question, parce que justement, c'était découpé en différents thèmes. C'était très stratégique comme manière de procéder. On n'arrive pas à évaluer aujourd'hui.
ce qu'on a réussi à faire infléchir, Alors, si les négociations ont duré autant de temps, c'est bien qu'on a réussi à faire bouger des choses par rapport aux propositions qu'on a amenées sur tous les différents chapitres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous ameniez des propositions. C'était pas simplement une opposition à... Ah non, bien sûr que non. Alors, la CGT a toujours demandé à ce qu'il y ait une convention collective qui aille de l'ouvrier au cadre. Sauf que non, on voulait pas celle-là. On voulait du mieux disant par rapport à tout ce qui existait avant, se caler sur le meilleur pour tout le monde. Et ça, on l'a pas obtenu. Donc après, effectivement, nos propositions, elles étaient issues de cette philosophie-là. Mais bon, on n'a pas réussi dans tous les thèmes à avoir ça. Il y a des choses qu'on a réussi à freiner, à ce que le patronat ne mette pas dans le texte. Mais après, on est encore aujourd'hui en train de découvrir des choses qu'on n'avait pas vues à l'application de cette convention collective. C'est-à-dire que le patronat convoque cette négociation, mais veut imposer toutes ses revendications. C'est un peu la jurisprudence du beurre et de l'argent du beurre, Edith Bichelet. C'est ça, à croire qu'il l'avait déjà écrit avant qu'on commence la négociation. Et ils ont avancé sur tous les thèmes qui les intéressaient pour essayer de restreindre au maximum les coûts pour eux et puis donner la possibilité aux entreprises de pouvoir piocher dans ce qui les arrange quand ça les arrange, ce qui n'est pas du tout notre philosophie, puisque nous, on veut une sécurisation du salarié avec un certain nombre d'acquis, et on voulait garder ces acquis. Caroline Blanchot, une réaction à ce qui a été dit ? Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question de la philosophie du patronat, de vouloir exiger ce genre de convention collective. Et peut-être que ce qui est intéressant, c'est de repartir d'une étude du CEREC qui justement regarde les qualifications en France de manière assez précise. Qui est un centre d'études ministériel. Tout à fait. Qui documente bien l'enjeu en fait qui est face à nous pour le salariat et pour le MEDEF, c'est que le niveau de diplôme des actifs s'élève plus rapidement que le niveau de qualification des emplois. Donc, les mêmes emplois étant toujours pourvus à des niveaux de diplôme toujours plus élevés. Donc, la réponse du patronat, en fait, face à cette problématique, et puis en plus, avec la volonté de gagner en productivité à moyen court terme, c'est de déconnecter, en fait, le niveau de diplôme et les catégories socio-professionnelles. Donc ça, c'est clairement l'enjeu de cette convention collective. Et c'est d'ailleurs aussi la déconnexion des classifications et des NAO. C'est ce dont vous nous parliez la dernière fois, on a une population de plus en plus qualifiée. Donc si on suit les classifications, ça devrait coûter de plus en plus cher au patronat, c'est ça ? C'est ça. Donc ça, le patronat ne le veut pas. Il le fait déjà en fait. Mais là, il entérine quelque chose qui est déjà d'actualité et qu'on peut observer. C'est pour ça que je cite cette étude du CEREC, parce que de 2021, on l'observe déjà en 2021. Mais là, on acte les choses de manière officielle, j'ai envie de dire, dans une convention collective. Et il faut aussi rajouter le décret numéro 2019-14 du 8 janvier 2019 qui, lui, dit que les diplômes ne génèrent plus de reconnaissance. Et il vient en lieu et place de la nomenclature du 21 mars 69 qui, elle, était fondée sur les diplômes de l'éducation nationale. Et donc, comment, en fait, le patronat de la métallurgie fait ça ? En instaurant une convention collective nationale qui ne reconnaît plus les diplômes et qui fonctionne avec des critères aux seules mains de l'employeur. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un même emploi peut être évalué différemment d'une entreprise à l'autre et peut être évalué différemment dans le temps. Est-ce que c'est une première, ça, dans le monde du travail, Caroline Blanchot, vous qui avez un œil sur différents secteurs, puisque à l'UGICT, vous syndiquez des gens dans tous les secteurs, en fait ? La question est moins de savoir si c'est une première que l'emblématique convention collective de la métallurgie. La métallurgie, en fait, est une branche professionnelle où on avait plutôt un bon niveau de reconnaissance, un bon niveau de convention collective. Elles étaient nombreuses, elles avaient été gagnées de haute lutte. Et donc, c'est plutôt le fait que ce soit une convention collective emblématique qui risque de servir de référence pour la réécriture des conventions collectives d'autres branches. Joël Richol. Il faut savoir aussi que, dans une boîte par exemple comme la mienne, la notion de convention collective est assez loin des salariés. Ils ont un peu découvert cette négociation, le fait qu'elle ait été négociée et qu'elle ait été modifiée, quand nous, on a fait nos élections de CSE, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit
qu'on va aussi un peu batailler par rapport au changement de la convention collective, accompagner les salariés là-dessus. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est pour que les gens s'emparent de ce sujet. Ouais. Exactement, donc c'est vrai que c'est bien. Et l'idée de ce que veulent mettre les employeurs, là, ne plus reconnaître les diplômes, pareil, dans une boîte comme la mienne, au début, ils mettent ça d'un côté positif, le fait que on peut avoir un salarié qui arrive et puis ensuite on le forme et peu importe s'il a les diplômes ou pas. Et en fait, on se rend compte que à l'application de la convention, que le fait qu'il n'y ait plus de reconnaissance, ça a quand même un impact, que le fait que c'est peut-être bien d'ouvrir des portes, mais il faut quand même que le côté diplôme soit toujours valorisé. Parce que nos enfants, on leur dit de faire des études, c'est pas aussi pour rien. C'est-à-dire une culture d'entreprise un peu à l'américaine, on peut entrer dans une entreprise et ensuite apprendre sur le tas, etc. Mais vous dites, ça n'empêche pas le fait de reconnaître les qualifications, les diplômes des gens qui en ont, par exemple. Exactement, l'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, même, on voit que des personnes parfois qui rentrent non diplômées, eux, ils font des cursus de validation des acquis, et donc c'est bien que ça a une importance de faire reconnaître tout notre savoir, quoi. Alors avec cette nouvelle convention collective nationale, il se trouve que du coup, Joël Richol, il y a tout un tas d'accords d'entreprise qui se retrouvent à être caducs. C'est ça, en fait, dans les entreprises, du coup, il y avait des accords d'entreprise, le passage à la nouvelle convention collective, ça a été l'occasion pour les employeurs de revoir ces accords à la baisse, de remettre à plat tous ces accords en prétextant que du coup les accords étaient basés sur la convention et que du coup fallait revoir tout cela. Et du coup ça, par exemple des congés en plus ou des primes en plus, ce genre de choses, tout ça a été revu à la baisse. Les délégués ont à nouveau dû batailler pour ouvrir les négociations liées à la convention. Nous, on n'a pas encore ouvert la nôtre, mais on va le faire. Donc, on l'a demandé dans le cadre des NAO. Les NAO, c'est les négociations annuelles obligatoires. Ouais. Voilà. Notamment parce que sur l'ancienneté, donc on y perd sur les jours d'ancienneté. Donc, il n'y a plus le changement de niveau tous les 3 ans comme ça se faisait avant, donc qui était automatique, et qui c'est était important automatique, de le rappeler. Voilà. Donc ça fait partie de toutes les choses qui sont passées à la trappe et qu'il faut du coup renégocier, mais boîte par boîte, alors qu'avant on avait une convention qui permettait d'avoir quelque chose de solide, peu importe les boîtes, quoi. Vous allez nous en dire plus dans un instant, nous raconter un peu les retours que vous avez, vous, sur le terrain. Un dernier mot sur cette négociation en elle-même, Edith Bichelet. Au bout de plus de 6 années de négociations, qui ont été, vous nous l'avez dit, assez âpres, la CGT finit par ne pas signer ce texte. Alors, on signe pas le texte, mais précédemment, on avait refusé quasiment systématiquement la mise au frigo, donc la mise de côté des chapitres, puisqu'on négociait chapitre par chapitre, comme j'ai dit tout à l'heure. On avait refusé la mise de côté des chapitres. C'est-à-dire que pour nous, on considérait que comme on n'avait pas obtenu suffisamment de choses, on ne pouvait pas s'arrêter de négocier sur le chapitre en cours. Donc oui, effectivement, à la fin, on ne signe pas la totalité de la convention collective, vu que de toute façon, on était en désaccord avec les chapitres les uns après les autres. Et la CGT est la seule organisation syndicale à ne pas avoir signé ce texte, Edith Bichet. Effectivement. Les autres organisations représentatives, donc présentes à la négociation, ont validé la nouvelle convention collective par leur signature. Caroline Blanchot. Oui, moi je pense que ça doit interroger le fait que des organisations syndicales signent cette convention collective sur notre rapport même à des enjeux de société importants. Tu l'as dit tout à l'heure, on conseille vivement à nos enfants de faire des études et on a des organisations syndicales finalement qui actent le fait que ces diplômes finalement sont plus reconnus quand ils vont sur le marché du travail. Pourquoi des organisations syndicales signent ce genre de convention collective, si ce n'est finalement d'acter le fait qu'on a perdu sur le fond syndicalement. C'est-à-dire qu'on a accepté que finalement c'était normal
que les plus qualifiés aient accès à des emplois hier qui étaient ouvriers employés. Juste un chiffre, hein, le CEREC dit que dans les nouveaux embauchés, là, les ouvriers employés, 50% sont diplômés du supérieur. Les professions intermédiaires qui, historiquement, étaient plutôt de niveau BTS, IUT, aujourd'hui, sont plutôt d'un niveau licence ou master. Oui, il ne faut pas s'imaginer un ouvrier comme n'ayant pas fait d'études, quoi. Ouais. C'est ça. Enfin, en tout cas, demain, ce ne sera plus le cas. Et donc, ça renvoie en fait à cette idée que finalement, ces organisations syndicales-là pensent qu'on a perdu sur le fond. Et nous, à la CGT, on pense que c'est catastrophique et que ça ne profite qu'au capital. Et d'ailleurs, on le voit, les actionnaires sont de plus en plus riches. Alors qu'en fait, on acte le fait que des gens, on obère le fait qu'ils vont stagner au niveau de leur carrière par l'instauration de cette convention collective. Et on y reviendra sur les effets, mais quand même philosophiquement. Alors même que pendant toute leur carrière, ils vont augmenter le niveau de leur qualification puisqu'ils vont avoir une expérience professionnelle que finalement le patron ne veut pas reconnaître et rémunérer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que on est sur de la lutte capital-travail où on a des organisations syndicales en France qui ont renoncé à cette lutte, alors même qu'elle est encore plus violente que ce qu'on a pu connaître dans les 50-70 dernières années. Joël Richol, le premier aspect le plus évident dont on peut parler sur les conséquences de cette convention collective, c'est la rémunération. Les salaires, il se trouve qu'ils sont maintenus. Donc on va vous dire, mais vous voyez, ça ne change rien. Exactement. Donc en fait, le passage à la nouvelle convention collective, les salaires sont maintenus. Mais dans la carrière, donc ça c'est juste pour le passage, donc à l'instant T. Donc là, on a les fiches de paye de janvier. De février, les gens ont le même salaire qu'avant. Oui, les gens ont les mêmes salaires qu'avant. Même s'il y a quand même des points aussi. Je vais parler d'un cas qu'on m'avait remonté. C'était par exemple des salariés qui, eux, du coup, avec le passage à la cotation, le passage à la nouvelle convention, eux, ils passaient normalement au statut cadre et certains, du coup, refusaient de passer au forfait jour. Et ceux-là, en fait, ils ont été inquiétés parce que il y avait aussi leur système de primes, du coup, qu'on n'a pas voulu faire passer dans leur salaire de base. Enfin, il y a déjà, même à salaire ISO, j'ai envie de dire, enfin, même niveau de salaire, il y a déjà quand même des petits achoppements de ce côté-là entre ce qu'on fait rentrer dans le salaire de base, les primes Faire passer des gens en forfait jour, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus compter leurs heures, par exemple. Exactement. Donc potentiellement, en nombre d'heures travaillées, ça peut baisser leur rémunération. Ouais. Voilà. Et puis surtout, ce que vous dites, finalement, c'est que les salaires, oui, ils sont maintenus, mais à titre individuel et à court terme, pas collectivement, ni dans le long terme, à savoir l'évolution de carrière. Exactement. Donc là, on va parler de l'évolution de carrière. Donc, un salarié peut voir son emploi revu, en fait, dans son évolution de carrière. L'employeur peut justifier ça sous des prétextes économiques et donc revoir l'emploi et donc la cotation du salarié à la baisse. Et dans ces cas-là, ce qui peut arriver, donc pour le moment, les employeurs disent qu'ils ne vont pas se saisir de cette option, mais ce n'est que du verbal et ce n'est que du cas par cas. Et ce qui peut se passer, c'est que du coup, le salarié aura le choix entre signer un avenant et accepter d'être déclassifié et de voir son salaire à la baisse, ou sinon, s'ils se mettent pas d'accord et si l'intention reste là, se faire licencier pour raison économique. Et alors donc, justement, de nouveau, là, on voit c'est toujours le motif économique qui sert de prétexte du côté du patronat. Est-ce qu'il y a un risque que ce soit un peu vague, c'est-à-dire un motif économique, ça peut être différentes choses, pas forcément une entreprise qui va si mal que ça, mais on présente des résultats d'une certaine façon pour le justifier. C'est ça. Alors, moi, je ne connais pas tous les motifs économiques, mais par contre, je parlais là, on sort de négociations annuelles obligatoires. Une des raisons qui a fait que les augmentations étaient difficiles à négocier, c'est que notre entreprise, par exemple, elle voit ses dépenses augmenter plus vite que
c'est revenu en pourcentage. Maintenant, en pourcentage, c'est pas en valeur. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est en déficit, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il y a tout un tas de façons de présenter les chiffres d'une entreprise et de les interpréter. Donc, à raison économique, ça peut être très, très discutable, quoi. Et alors, ces fameuses fiches de poste, comment elles ont été faites ? Qui les a faites ? Et comment les gens ont réagi quand ils les ont découvertes ? Déjà, ce sont des fiches d'emploi. Ce ne sont pas des fiches de poste. Donc, le poste, c'est en fonction de où tu es. C'est pas la même chose que l'emploi. L'emploi, c'est vraiment, grosso modo, pour simplifier, c'est les tâches, en fait. En quoi consiste mon emploi ? En quoi consiste mon emploi, exactement. Donc, rien avec le poste. Donc, une fiche d'emploi, grosso modo, il y a un intitulé. Moi, ma fiche d'emploi, donc je l'ai sous les yeux. Alors moi, elle a plein de défauts. Analyse développeur du SI. Voilà, SI, système d'information. Donc moi, je suis développeuse informatique. Et ensuite, il y a des descriptions des activités qui concernent ton emploi, donc ce que tu fais. Et par contre, il y a des petites... on a par exemple le savoir-être. Le savoir-être, donc c'est pas du savoir-faire. Et du coup, savoir-être, déjà, c'est pas forcément facile à qualifier. Et puis, c'est pas palpable, non. Et après, une petite notion aussi, que c'est non exhaustif. Enfin, que la description est non exhaustive, alors que normalement, la fiche d'emploi va vraiment caler avec ce que vous faites, vraiment, pour ensuite que la cotation soit au plus près de votre emploi. Qui les fait ? Et ça, c'est très variable en fonction des boîtes. J'ai eu des remontées de boîtes où carrément les salariés ont eu des cotations, mais sans fiche d'emploi. Donc personne n'a fait la fiche d'emploi. C'est-à-dire de façon abstraite, quoi. Voilà, de façon abstraite. Ils ont reçu un petit courrier leur disant vous êtes coté tant. Ensuite, moi dans ma boîte, donc là ça a été, j'ai envie de dire, plutôt bien fait, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est les RH, mais avec les chefs d'équipe. Alors qu'il y a des entreprises où c'est juste les RH. C'est pas celles qui sont forcément le plus près du salarié pour savoir ce qu'il fait au quotidien et dans son emploi. Ensuite, ce qu'il y a dedans, donc les salariés avaient vous dites qu'ils n'ont pas assez impliqué les managers de proximité, les supérieurs directs qui sont au contact du travail réel. Exactement, hein, donc ça peut arriver dans certaines boîtes. Dans la mienne, c'était pas le cas. Il y a eu donc cette étape où les salariés pouvaient dire s'ils étaient d'accord ou non avec leur fiche d'emploi. Et ça, pareil, c'est toujours... On revient au fait que dans cette convention, c'est vraiment tout au cas par cas. Donc, en fonction de là où tu es, tu peux avoir un employeur qui dit « Ah, ok, c'est vrai, tu modifies ta fiche d'emploi » ou alors qui te dit juste « c'est comme ça ». Et donc, c'est très, très, très variable. Et ensuite, il y a eu la deuxième étape, donc la cotation des fiches d'emploi. Donc, en fonction des entreprises, soit les cotations étaient plus ou moins détaillées par niveau, soit elles ont juste été annoncées à la fin, par exemple, TF11, voilà. Et là, les salariés avaient donc un mois pour aller demander des explications sur la façon dont leur fiche d'emploi avait été cotée. Et en fonction des boîtes aussi, il y a certaines boîtes qui ont accepté ou pas que les délégués syndicaux accompagnent les salariés à l'entretien d'explication de la fiche d'emploi ou de la cotation. Donc ça, c'était aussi... il y avait encore une fois aucune obligation pour l'employeur d'accorder l'accompagnement du salarié ou pas. Edith Bichelet, un mot pour compléter. Ce que nous décrit Joël Richel, c'est aussi une déconnexion entre le travail prescrit et le travail réel. Alors, tout à fait. Et je voulais un peu préciser sûr, je vous en prie, ouais. Les histoires de niveau de groupe d'emploi, de cotation. Alors, je pense qu'en l'entendant, déjà, on se rend compte que pour un patronat qui avait une volonté de simplification, le résultat n'y est pas. Donc, effectivement, il y a 6 critères avec 10 niveaux. Donc, on vient donner une note à chaque critère en fonction du niveau. Après, on fait le total de ces notes. On arrive à une cotation. Donc, la cotation, c'est une fourchette. On transforme cette fourchette en classe d'emploi et on y associe un groupe d'emploi.
tout est simple, tout est limpide et tout est lisible. Donc effectivement, les salariés avaient, à partir du moment où ils ont reçu leur fiche emploi, qui avait parfois été faite par des RH qui ont 300-400 salariés sous leur coupe, donc qui connaissent absolument pas ce que fait en réalité le salarié. Une fois que le salarié a reçu sa fiche d'emploi, il peut demander sa cotation, c'est-à-dire qu'il peut demander quelle note il a eu pour chaque critère, sauf que la possibilité de contestation, entre guillemets, elle s'arrête là. Caroline Blanchot. Oui, on voit bien que c'est une mise en place à marche forcée et que l'objectif, c'est pas forcément la simplification, en tout cas d'un point de vue des salariés. Par contre, c'est la simplification d'un point de vue patronal. Et je vais y revenir. Mais déjà, cette mise en place à marche forcée, elle a des conséquences directes. Nous, on a quand même des remontées de salariés qui sont en pleurs et complètement déstabilisés parce qu'ils ont l'impression d'avoir une déqualification et ils ont l'impression qu'on obère leur possibilité d'évolution. Et ça n'a pas été mesuré par les organisations syndicales qui ont signé et par le patronat. Quand on met autant en instabilité le salariat d'une entreprise, quel va être l'impact social, évidemment, économique derrière, et la capacité à long terme de faire tourner cette entreprise de façon efficace et vertueuse doit être posée. Mais je pense qu'il faut mesurer que l'enjeu pour le patronat, c'est pas de faire des gains au moment du basculement. L'enjeu, c'est de déqualifier avec les nouvelles embauches et par ailleurs, à l'occasion des changements de poste. Mmh. Pourquoi ? Parce que ce qui a été gagné, c'est clairement qu'il n'y ait pas de perte de salaire au moment du basculement. Dit autrement, il ne s'engage pas sur l'ensemble de la carrière, c'est-à-dire au moment de changement de poste, au moment du pesage d'un nouveau poste, voire même de son propre poste qui pourrait être redimensionné, parce que c'est là où la simplification se passe en fait, c'est que ça devient super simple de déqualifier. On s'aperçoit, et Joël l'a dit tout à l'heure, en fait les salariés sont pas au courant de ça parce que ça leur paraît déjà très loin. C'est très compliqué. C'est très compliqué, ils sont pas informés et c'est contre-intuitif d'imaginer qu'on peut baisser son salaire, dans le cours de la carrière. Parce que ça s'est jamais vu en France. À part vraiment gros problèmes de parcours, on a des carrières linéaires. Et là, c'est la fin potentielle des carrières linéaires. C'est contre-intuitif. Et d'ailleurs, c'est la même méthode que pour les retraites. C'est l'effet un peu mesure du grand-père. C'est que ça touche pas vraiment ce ici et maintenant. Ça va toucher violemment à l'avenir. Mais la nouveauté de l'effet du grand-père, c'est que ça touchera également ceux qui sont déjà salariés. Ce que vous nous décrivez, c'est ce paradoxe entre le fait de ne plus reconnaître les qualifications, donc les diplômes, l'expérience, et en même temps des offres d'emploi, on le voit, qui demandent de plus en plus des niveaux d'expérience et de qualification de plus en plus élevés. Edith Bichelet, une réaction à ce qui a été dit. On a une alerte des médecins du travail qui constatent une augmentation sensible des cas de souffrance au travail et vraiment qui alertent sur les risques psy. On a, dans certains syndicats, déposé des dangers graves et imminents, puisqu'on a rencontré des situations délétères avec les salariés, et ça va y compris jusqu'à des tentatives de suicide à la découverte de la fiche emploi. Parce qu'il y a un manque de reconnaissance et il y a un désarroi. C'est l'employeur décide tout pour moi, il ne sait pas ce que je fais, il ne veut pas savoir ce que je fais. Et ça ira toujours en ma défaveur. Donc, c'est des situations là qui sont très, très tendues dans tout le salariat de la métallurgie. Qui peuvent amener à un manque d'attractivité du secteur ? Qui amènent déjà à un manque d'attractivité du secteur. Moi, j'ai croisé des étudiants qui, très intéressés par les métiers de l'automobile, souhaitaient y faire carrière. Aujourd'hui, ils me disent en fait, on va aller chez Michelin, puisque Michelin, c'est dans la fédération de la chimie, donc on ne sera pas sous la convention collective de la métallurgie. Et on a aussi, alors ça, c'est assez rigolo, on a aussi une entreprise qui était dans la métallurgie, qui, elle, partage pas du tout la philosophie du patronat sur cette nouvelle convention collective, et du coup, va changer de convention collective. Le cas des femmes avec les métiers féminisés, Edith Bichelet. Alors là aussi, on a une remontée, on a plusieurs remontées sur les boîtes. On a une boîte dans laquelle toutes les femmes cadres sont classifiées au mini cadre, alors que les hommes
qui sont sur des métiers similaires sont ventilés sur des niveaux plus hauts. Et on a aussi une entreprise où toutes les assistantes de direction sont fait la réflexion en regardant leur fiche emploi qu'elles étaient classées de manière inférieure à des électromécaniciens, des mécaniciens. Et de fait, elles ont décidé de se réunir. Elles nous ont demandé d'avoir des fiches emploi d'assistantes de direction d'autres grandes entreprises de la métallurgie pour pouvoir regarder, examiner, comparer, puisqu'il semblerait que c'est un métier très féminisé, donc c'est un métier déclassé. Et elles se sont vraiment réunies avec l'envie d'en découdre et de faire remonter leur cotation d'emploi. On le voit, ce que vous décrivez, c'est assez dur, c'est assez compliqué. Néanmoins, vous êtes toutes les trois des militantes syndicales, vous ne baissez pas les bras. Joëlle Richol, c'est quoi la suite ? C'est de se bagarrer entreprise par entreprise pour obtenir des choses qui ne sont pas dans la convention, par exemple ? Ben oui, pour le moment, comme je disais, il y a déjà des accords d'entreprise qui sont déjà négociés. Dans les accords d'entreprise, on essaye de mettre en place des clapets anti-retour. Donc c'est l'idée il faut nous expliquer ce que c'est qu'un clapet anti-retour. Voilà, donc c'est l'idée qu'un salarié ne peut pas avoir son salaire revu à la baisse. Et qui peut pas être déclassé. Bon, et que même s'il est déclassé, en tout cas, son salaire lui, ne doit pas être revu à la baisse. Et donc là, on voit bien qu'au cas par cas et de vive voix, des fois, les RH auxquels on a affaire disent « mais non, on n'utilisera pas ». Mais qu'au moment de signer les accords, là, il n'y a personne. Oui, vous leur dites, si vous le dites oralement, pourquoi pas l'écrire ? Oui, il y a des entreprises, effectivement, où ça s'est passé comme ça. Sous prétexte qu'il y a le groupe qui empêche de le faire. Enfin, il y a toujours une bonne raison. Donc attention à ça. Ça fait partie des points à négocier. Et tout est négociable de toute façon. On ne sait pas ce qu'on aura, mais on va continuer à négocier. Caroline Blanchot, un mot de conclusion, c'est cette expression « il n'y a pas plus rien à faire ». Oui, tout à fait. Y a énormément de choses à faire, en fait. Le combat est devant nous. Déjà avec les jeunes diplômés qui sortent massivement diplômés du supérieur. Je pense que c'est de notre responsabilité collective de les informer et de les mobiliser sur ce qui se passe. Aussi, il faut qu'on mobilise les salariés des autres conventions collectives qui ne sont pas passés à ce nouveau système de classification pour les faire mesurer et peser les dangers. Ce sera tout l'objet du 3e épisode de ce podcast, effectivement. Et peut-être élargir avec autre chose. On a l'arrivée massive et très très rapide, sans précédent d'ailleurs sur la rapidité, de l'intelligence artificielle générative dans le monde du travail. Avec notamment... Quel est le risque ? C'est une nouvelle couche de déqualification qui viendrait s'ajouter au reste, c'est-à-dire ce serait ce mauvais usage aliénant de l'IA et pas un usage comme un outil utile, mais un usage aliénant qui déqualifie encore plus les gens, ce serait ça, Caroline Blanchot ? Oui, tout à fait. C'est un risque vraiment important de déqualification qui vient étrangement s'adapter de façon, comme s'imbriquer très très bien avec cette nouvelle convention collective de la métallurgie, puisque l'IA générative permettrait et permet déjà dans certains secteurs d'augmenter significativement la rapidité des tâches, le nombre de tâches effectuées, avec une potentielle diminution de l'autonomie des salariés, y compris des plus qualifiés. C'est là où est l'innovation, des plus rémunérés. Et donc ça, c'est un nouveau danger. Et on voit bien que l'enjeu revendicatif syndical va être très fort, à la fois lié à cette convention collective et conséquences qu'elle va avoir, mais à la fois aussi conjugué à l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Donc de grands combats s'ouvrent devant nous, évidemment. Eh bien merci encore à vous trois, Caroline Blanchot, Edith Bichelet, Joëlle Richol. Au prochain numéro, on élargira donc notre sujet en s'intéressant à d'autres secteurs que la métallurgie qui sont confrontés, on le verra, à des problématiques semblables. Une émission de Clément Olivier produite par l'UGICT CGT avec en particulier la complicité d'Agathe Leberder qu'on salue. À la technique, c'est Stéphane Dujardin, Maria Samora Yousti. Amis auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode. Profitez-en pour vous abonner à ce podcast. Lisez également la revue Option et rendez-vous au prochain épisode. Salut!